Ainsi, je vous cède, Monsieur le Président, la parole pour votre conférence à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, professeur. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans une institution pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Je pense qu'on forme de très bons ingénieurs dans cette institution qui est la vôtre. Et c'est la troisième fois que je viens à l'NCS. Je suis venu quand j'étais ministre pour parler du plan Maroc numérique 2013. C'est ce qu'on m'a rappelé tout à l'heure. Je suis venu l'autre fois, je ne me souviens plus très bien de quoi j'ai parlé. Mais j'ai sûrement dû parler de choses qui vous intéressaient, parce que c'est ça le but. Alors, ce que m'a dit aussi Madame Barada, c'est que j'avais des gens qui étaient dans cette salle. Alors, il y avait des places vides parce qu'il y a des gens qui font des rattrapages. Donc moi, je me suis dit, Abar, Abar, sont les gens qui sont là, sont les gens qui n'ont pas de rattrapage. Donc, bravo alaikum, c'est vraiment super. Ça, c'est bien. Mais si vous pensiez que vous allez pouvoir être là sans travailler, vous vous trompez, parce que c'est vous qui allez travailler, c'est pas moi, aujourd'hui, pas de la conférence. Donc, est-ce que les micros sont prêts à se balader dans la salle? Très bien. Alors, première question, avant qu'on avance, qui parmi vous suit le parcours ingénieur-entrepreneur? 5, 6. C'est bien. Et les autres, ils sont dans les autres parcours. Et c'est bien ce que vous avez défini au sein de... Il y a des doctorants aussi. Non, oui, j'ai compris. Les autres, ils ont des rattrapages. Et il y a des stages aussi. Et il y a des stages aussi, très bien. C'est très bien ce qu'on fait. Parce que moi, quand je suis allé faire mon MBA à UCLA, il y avait plusieurs filières. Il y avait les filières marketing, finance, ce qu'on veut. Et moi, j'avais suivi une filière entrepreneuriat qui n'existait pas vraiment, en fait. Et donc, on prenait des cours à droite, à gauche, des cours vraiment dans différentes spécialités ou la matière, et ça faisait un parcours d'entrepreneur. Donc déjà on était entrepreneur dans l'esprit même d'aller chercher des cours pour faire je dirais, pour arriver à avoir notre diplôme. Et maintenant tous les autres sont, puisque je suis à l'NCIAS, tous les autres sont dans le système d'information. Non? Qu'est-ce que vous avez comme autre spécialité? C'est le système d'information. C'est le système d'information. Donc c'est du système d'information. C'est bien. À moins que NCIAS a changé entre temps, mais j'ai bien vu ce qu'il y avait. Hein? Non, c'est du système d'information. C'est du digital. C'est du numérique. Après, appelez-le comme vous voulez. D'accord. Moi j'enseigne le système d'information depuis 30 ans ici. Bien sûr, bien sûr. Donc après, appelez-le comme vous voulez. Pourquoi je vous dis ça? Comme ça, déjà avant même d'arriver à ma présentation, moi j'estime que vous avez fait le bon choix. Vraiment. S'il y a un endroit aujourd'hui où on peut se sentir à l'aise par rapport aux opportunités d'avenir, c'est bien dans ce monde, d'accord, qu'on va appeler d'une manière globale le monde du système d'information. Alors je me souviens quand j'étais en Asie, parce que c'est Bouchra qui a dit ça, j'étais basé pendant 3 ans à Singapour et je dirigeais l'Asie du Sud-Est. Et un jour, il y a Bill Gates qui est venu, avec qui on avait fait un peu le tour de certaines régions dans la Malaisie. Et j'étais parti avec lui en Inde. L'Inde n'était pas dans mon territoire. Il était allé au Indian Institute of Technology, qui est vraiment l'un des plus grands, je dirais, universités de formation de technologie au monde, vu le nombre déjà des gens qui sont là-dedans. Et il y avait vraiment plein d'élèves, il y avait des parents aussi, et une femme avait posé la question à Bill Gates à la fin en lui disant est-ce qu'il y aurait un conseil que vous pourriez donner à ces jeunes? Et il avait répondu qu'ils aillent dans la technologie, le monde utilisera de plus en plus de technologie. Et ce qui est vrai aujourd'hui, d'accord? Et ça ne fait que commencer, vous verrez, c'est avec ça que je vais finir, avec l'intelligence artificielle. J'ai fait juste une petite slide pour qu'on parle un peu de l'intelligence artificielle
à la fin de ma présentation. Donc parlons un peu je dirais, de cet esprit d'entrepreneuriat. Et on va le lier un peu, je dirais, au digital. Aujourd'hui, franchement, quand on regarde le potentiel d'alliance entre l'entrepreneuriat numérique, il est juste énorme. Parce que la création de richesses, l'innovation, l'emploi sont favorisés à l'échelle mondiale, je dirais, par cette dynamique entrepreneuriale. L'entrepreneur joue un rôle clé dans la création de richesses au niveau mondial. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'entrepreneur qui crée sa propre entreprise qui, je dirais, participe à cette création de richesses. Non, il y a des grandes entreprises, je dirais, participent, les PME participent, les TPE participent, l'entrepreneur qui peut être dans une TPE ou dans une start-up participe, le public participe à la création de richesses. Donc ça aussi, je dirais, ce sont des choses importantes à comprendre. Maintenant, ce qu'a fait le digital, c'est qu'il a permis de libérer ce que j'appelle le potentiel. Sur le nouveau modèle, on a beaucoup libéré en disant il faut libérer le potentiel des énergies des Marocains. Le potentiel des jeunes Marocains, des plus vieux aussi comme moi, d'accord, et donc, parce qu'il y a trop de contraintes, et si on arrive à enlever ces contraintes et laisser les gens s'exprimer, ils utiliseront leur potentiel vraiment pour créer beaucoup de richesses dans ce pays. Alors, ce qui est aussi intéressant, je dirais, à comprendre, c'est ce qu'on appelle le leapfrog. C'est un terme que je vais vous expliquer ce que c'est, par exemple, le leapfrog. Quand des pays ont pris du retard, par exemple, sur le fixe, la téléphonie fixe, ben, ils sont allés vers une téléphonie mobile. Donc, ils ne sont pas allés par l'investissement très fort en fixe. Donc, ce qu'on appelle un leapfrog. Donc, ils sont allés de l'avant rapidement en adoptant de nouvelles technologies. Si vous voyez, par exemple, ce qui se passe en Chine, les Chinois, eux, ils sont très mauvais dans les cartes bancaires. Par contre, ils sont excellents dans le mobile payment, le paiement mobile. Et donc, c'est celui du leapfrog. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas la technologie qui compte. Souvenez-vous de ça. C'est un vrai message. À la fin de la journée, c'est quel besoin vous êtes en train de remplir avec votre solution. Qu'elle soit technologiquement très avancée, moins avancée, à la fin, c'est le service que vous rendez, ou là, le produit que vous faites, qui a de la valeur. Ce n'est pas la technologie en elle-même. Parfois, on reste très amoureux je dirais, de la technologie, et on ne voit pas ce qui peut arriver autour, d'accord? Et une autre technologie va venir et va nous rendre obsolètes. Et ça c'est très important. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on disait souvent chez Microsoft. On disait, bien qu'au départ, on s'est accroché à Windows, hein, d'accord? Après, mais on disait, il vaut mieux qu'on se rende obsolète nous-mêmes que quelqu'un nous rende obsolète. Donc, très, très important aussi de garder ces deux choses en tête. Ce qui compte, c'est le service qu'on rend, le produit qu'on vend, indépendamment de la technologie. Mais si on a une forte technologie, d'accord, là, si on est dans un choix technologique, attention qu'une nouvelle technologie ne vienne pas et ne nous enlève pas, je dirais, juste carrément, on peut wipe out, c'est-à-dire on peut être complètement sorti du marché. Qui est-ce qui se souvient encore des films Kodak, appareil photo? Ils ne sont plus là, hein? Qui est-ce qui... Ah, ils reviennent, c'est bien. Et je crois qu'il y a même le vinyle qui va revenir. Les grands disques qui vont revenir. Moi, je me souviens de mes disquettes. Qui se souvient de ces disquettes? Après, on est passé du disquette au disque dur. Maintenant, je ne retrouve même plus le disque dur. Maintenant, ça va être le disque dur. Maintenant, je roche, d'accord? Et donc, voilà. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. Alors, parfois, c'est vrai qu'il y a un effet je dirais, de pendule. On passe d'un extrême à un autre. Mais il faut se positionner un peu par rapport à cette technologie future. Et à la fin, je vous donnerai un bon outil pour vous permettre de voir quel type de technologie, comment est-ce qu'on peut prévoir, se projeter, etc. Souvenez-vous, ce sera mon avant-dernière slide, où c'est le modèle du Gartner, d'accord, sur ce qu'ils appellent le hype model. Bien, donc maintenant qu'on a dit qu'il y a un potentiel extraordinaire, ah oui, non. J'ai oublié de le dire. Il y a aussi une chose très importante. Si vous voulez
créer une usine Renault. Tiens, puisque quelqu'un a parlé de l'usine Renault, vous savez combien il faut d'investissement en milliards de dirhams? Beaucoup d'investissements. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut aller, supposons qu'il a la technologie pour faire des voitures, est-ce qu'il peut aller demain et faire cette usine Renault? Oui, non? Qui est-ce qui va aller demain faire l'usine Renault Maroc? Ouais, c'est difficile parce qu'il faut aller trouver quelqu'un, des banquiers, des fonds, je ne sais qui, d'autres qui va peut-être mettre de l'argent, etc. Difficile de commencer un investissement pareil. Par contre, supposez que vous avez cette capacité à faire du code, à écrire du code, à penser architecture, fonctionnalité, besoins, etc. Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir sortir peut-être un produit? 6 000 dirhams, 4 000, 5 000, d'accord? C'est un ordinateur, je dirais, avec un bon outil de développement. Maintenant, avec ChatGPT, vous pouvez lui demander de codifier pour vous. Donc, Zamak al-Limit, vous n'avez même plus besoin d'apprendre tous les outils de programmation qui existent. Combien de gens ont utilisé ChatGPT dans cette salle? C'est bien. Pas pour les examens, il le jure. Hein. C'est pas pour les examens. Très bien. Donc voilà. Donc, si vous voulez, ce numérique offre des opportunités encore extraordinaires, je dirais, pour les jeunes. L'entrepreneuriat des jeunes au Maroc. Est-ce que vous pensez que nous avons beaucoup d'entrepreneurs au Maroc? Quelle est la réponse? Ouais, pas assez. Est-ce que si je vous demandais quelle est la part des salariés comparée aux entrepreneurs, est-ce que vous avez une idée de combien c'est? Qui est-ce qui va essayer? Prenons salariés. À votre avis, combien de jeunes sont dans le salariat au Maroc? Enfin, jeunes, oui, combien de gens sont dans le salariat? Quel est le pourcentage? 90%. 95. Ouais, peut-être que vous avez raison parce que vous avez oublié une chose. Vous n'avez pas compté l'informel. D'accord? Or, dans l'informel, ils sont pratiquement tous dans l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, c'est un entrepreneuriat très différent. D'accord? Mais ils sont dans l'entrepreneuriat. Et en fait, pour vous donner juste quelques chiffres, on ne va pas bouger, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a des choses qui sont positives. Par exemple, amélioration quasi continue de la part des personnes percevant l'entrepreneuriat comme une opportunité favorable. Regardez combien il y a de gens qui pensent, 62%. D'accord? Combien de gens pensent qui ont peur de l'échec? Vous le voyez, on était à 64%, à 65%. En 2018, on est descendu, on est à 44%. Pourquoi il y a un rebond? Confinement, Covid. Ah, bien sûr. Je ne sais pas si vous êtes autorisé à parler, vous. Hein. C'est comme ça qu'ils vous font les profs, Là, c'est libre, la parole est libre ici, bravo. Donc vous pouvez parler aussi, alors, les profs. Donc les profs peuvent parler aussi. Ouais, Covid. Covid, donc les gens ont peur. Pourquoi on a peur de l'échec? Les jeunes. Pourquoi on a peur de l'échec? Ah, les jeunes. Oui. S'il vous plaît. Pourquoi on a peur? Pour moi, il y a déjà le problème de financement. Donc, si la banque court derrière nous, on a intérêt à ce que donc, les résultats soient au rendez-vous. Oui, donc c'est-à-dire que la peur viendrait du type de financement. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Je veux bien. Absolument. Oui, je vais venir chez vous. À mon avis, on a peur de l'échec parce que ça fait partie de notre culture. Contrairement aux États-Unis, par exemple, ils n'ont pas peur de l'échec parce que ça fait partie de l'apprentissage. Sûrement. On apprend avec l'échec. Exact.
C'était la même chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, on a vraiment cette problématique par rapport à l'échec dans ce pays. Non, il y a des choses. Il y a aussi... Est-ce qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat sans échec? La réponse est non. Oui, je vous en prie. Allez-y, allez-y. C'était juste une petite intervention concernant l'échec. On a peur de l'échec quand on a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance vis-à-vis de l'écosystème, tout l'écosystème, que ce soit les institutions financières ou bien... Donc il y a un manque de climat de confiance qu'il va falloir instaurer par la suite. C'est possible, ça aussi. Mais vous êtes déjà... On est déjà... J'essaie de conceptualiser ça. On a peur de l'échec parce que il pourrait y avoir des conditions pas favorables. Il n'y a que c'est ça ce que vous me dites. C'est un peu le hal d'histoire de financement. Oui, mais parfois on a peur de l'échec, point. C'est-à-dire sans même aller. Et donc là, on repart vers ce que disait, vers le culture. Oui. Oui, juste, c'était la même remarque. C'est culturel, mais il y a quand même, je dirais, une remarque, je pense qu'il faut faire. C'est que les générations précédentes, donc avant l'indépendance, etc., merci, moi, j'ai un voix assez grave, mais bon, je dirais les générations avant, disons, les Marocains anciens, qui étaient des commerçants, qui sont partis en Afrique, qui sont partis en Europe, qui étaient des pirates dans la Méditerranée, ça nécessite beaucoup de courage, beaucoup d'entrepreneuriat. Donc c'était des... Je dirais, il n'avait pas ce problème d'échec. Et la culture ou la peur de l'échec. Et cette culture qui nous a imposé cette peur de l'échec, j'ai l'impression qu'elle est récente dans notre système éducatif et elle est récente dans notre culture. Et c'est la question, je dirais, qu'il faudra peut-être se poser. Que s'est-il passé chez les Marocains? Sachant que la génération actuelle ne pense absolument pas au salariat. Donc, non, et ça, je trouve ça super. On va faire un test. Combien d'entre vous veulent aller devenir entrepreneur? Okay. Combien d'entre vous veulent devenir salarié? Combien d'entre vous veulent devenir salarié? On ne peut pas être entrepreneur et salarié. Combien d'entre vous veulent devenir salarié? Il y a très peu de salariés. Vous allez tous devenir entrepreneurs. C'est extraordinaire ça. Alors, chose très importante, puisque tiens, on va y parler de ce truc-là maintenant. Ceux qui ont peur de l'échec ne peuvent pas devenir entrepreneur. Voilà. Il y a déjà, si vous avez peur de l'échec, il ne faut pas devenir entrepreneur. Parce que c'est un entrepreneur, quelqu'un disait, c'est quelqu'un qui sort le matin et qui va faire du travail, et qui ressort le jour suivant et qui espère qu'à la fin du mois, il va avoir des revenus pour payer les salaires, les traites, les crédits, il y a des traites, etc. C'est ça l'entrepreneur. Aucune assurance des revenus qui peuvent se matérialiser ou ne pas se matérialiser. La seule chose qui est sûre, c'est que 365 jours sur 365, samedi, dimanche inclus, les ayad inclus, les jours fériés, l'Eid, la banque, elle, son compteur continue à deux. Et donc, il faut savoir, il faut avoir cette possibilité de rembourser ses crédits parce que dès qu'on commence là-dedans, ça commence à devenir, très pénible. Maintenant, la bonne nouvelle, et je vais revenir là-dessus par la suite, c'est quand est-ce qu'on déclenche? Franchement, déjà si je n'ai pas peur d'être entrepreneur, mais quand? Quel moment? D'accord? Donc vous me rappellerez, si jamais je n'aborde pas cette question, vous me le rappellerez pour que que je la traite. Donc on voit sur cette slide que finalement l'initiative entrepreneuriale au Maroc, c'est une volonté qui est présente, mais
concrétisation qui est limitée. Regardez le nombre, le pourcentage de la population entre 18 et 65 ans ou 64 ans qui sont porteurs de projets ou chefs d'entreprise. En 2022, ils étaient 4,2% seulement. Donc vous allez commencer à faire changer les chiffres. Déjà, c'est bien. D'accord? Le pourcentage de salariat, les 52,6%, et l'auto-entrepreneur, 34%, le non rémunéré, 12,8%. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres, l'informel, viennent vraiment affecter, viennent changer cette perception juste, je dirais, que vous avez. Quand on prend aujourd'hui les entrepreneurs, à votre avis, sont des gens, en pourcentage, sont des gens qui sont très diplômés ou peu diplômés? Vous, le monsieur en jaune là-bas. Ouais. Tiens, en jaune. Donc réponse. Plus diplômé ou moins diplômé? Moins de diplôme. Ce sont des gens qui sont moins diplômés. Qui est-ce qui veut dire une autre réponse? Oui? Nous avons une personne ici. Plus diplômé. Plus diplômés. Les gens d'entrepreneurs. Ok? À votre avis, quel est le pourcentage de gens qui ont un diplôme universitaire comme vous qui sont entrepreneurs dans ce pays? Vous? Pourcentage des personnes, des diplômés, pourcentage des entrepreneurs qui ont un diplôme universitaire comme vous. 30%. Et donc, vous pensez que le nombre des autres 70% sont des gens qui n'ont pas de diplôme universitaire. Ouais, c'est difficile. Franchement, moi, parfois, je suis provocateur, parce que vous avez absolument, si vous ne connaissez pas le chiffre, vous ne pouvez pas le trouver. Il ne faut pas vous sentir... Mais bon, j'essaie juste parfois, et vous devez le faire, c'est ce qu'on appelle dealing with ambiguity. D'accord? On a besoin de trouver des choses, d'accord? Juste, et c'est ambigu, mais je vais trouver quelques, je dirais, ratios, ou quelques comparaisons, les choses qui vont me permettre de me rapprocher de la vérité. Jamais vous n'allez vous rapprocher de la vérité, mais quelques-uns qui vont vous permettre de vous rapprocher de la vérité. Dans notre cas, on est à 7% seulement de gens qui ont un diplôme universitaire ou une formation professionnelle, etc. D'accord? Et en fait, pourquoi, à votre avis, pourquoi il y a 93% qui viennent de formation, presque pas de formation ou autre? Ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Oui? La majorité des entrepreneurs ne sont pas diplômés parce qu'il y a des épiciers, il y a les mécaniciens qui ont appris sur le tas, les électriciens qui ont appris sur le tas, les plombiers qui ont appris sur le tas et qui n'ont pas de diplôme. Donc la majorité ne sont pas diplômés. Sans oublier les restaurateurs, les traiteurs, etc. Non, vous avez raison, bien sûr. Mais est-ce que, je vais revenir sur cette histoire de choix. Est-ce que quelqu'un, comme ça, un mécanicien ou un jeune, vous savez quel est le taux de jeunes? Ça, encore une fois, vous ne pouvez pas savoir, qu'on soit clair. Voilà, vous pouvez essayer de dire, tiens, au Maroc, moi la technologie, je vois qu'elle est bien, qu'elle n'est pas bien. Par rapport à l'Égypte, je crois que par rapport au Kenya, le Kenya, ils sont à Hadak, peut-être qu'on peut faire mieux qu'eux ou la moins bien qu'eux. Bon, peut-être que les Nigériens sont trop grands que nous, on ne pourra pas faire comme eux. Mais j'essaye juste de vous pousser à vous dire,
Qu'est-ce que ça peut être? Hein? le Sénégal qui mieux que nous. 20 millions de dollars. Quelle honte. Ah, c'est notre premier conflit. Franchement, quelle honte. Pour diverses raisons. On va y arriver. D'accord? Il y a diverses raisons qui expliquent ça, mais une des raisons, c'est qu'il n'y a pas assez de deals. D'accord? Il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Et peut-être qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs, pourquoi? Ben, parlons-en. Pourquoi il n'y a pas assez d'entrepreneurs? Qu'est-ce qui freine le développement de l'écosystème technologique au Maroc? Ben, on saute vraiment dans le cœur du sujet. Un peu. Passer de Secteur bancaire. financement. Parlons financement. Non, le secteur bancaire ne finance pas la technologie de manière naturelle. C'est les fonds de capital risque qui sont les vrais fournisseurs. Les banques également le système bancaire. Non, le système bancaire, mais parce qu'ils ne savent pas. Pas de prise de risque. Non, je sais. Là, c'est un autre problème, mais l'industrie peut être financée d'une manière naturelle par la banque. La technologie doit être financée par les fonds de capital risque. C'est comme ça dans tout le monde et c'est de tout temps. Maintenant que vous devenez Microsoft, les banques vont bien vous financer, vous n'avez pas besoin, c'est vous qui déposez l'argent chez elles. Donc le fonds de capital risque ne vient pas. Donc parlons financement. Disons qu'une des problématiques, c'est le financement. Je vois les autres problématiques qu'il peut y avoir qui vont freiner l'investissement ou l'entrepreneuriat technologique au Maroc, s'il vous plaît. Les C'est l'environnement réglementaire qui n'est pas trop. Bien sûr. Non, mais pourquoi la compétition externe, jeune homme? Là, mais qu'ensuite, que vous ne réussissiez pas par la suite, quand vous avez créé votre entreprise, je veux bien. Mais au départ, rien ne vous empêche de créer votre entreprise. Donc, ce n'est pas la compétition externe. Oui. Oui, ça pouvait venir sur ce qu'on avait dit au départ, la peur de Charles Smith. Mais il y a des choses beaucoup plus réelles. Les aspects réglementaires, juridiques, oui. 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 J'entends pas. La concurrence. Là, mais je suis au niveau de la création. Moi, je ne pense pas, franchement, que la concurrence soit un frein à la création d'entreprises. D'accord? J'allais vous dire, c'est peut-être un... j'allais vous dire quand est-ce qu'on fait l'entrepreneuriat, quelles idées, etc. Oui? Moi, je trouve qu'il faut gagner l'investissement donc risqueur projet. L'idée du produit ou la start-up doit déjà exister au moins de façon embryonnaire. Donc, il a besoin d'un financement de départ. Ok? Et sinon, c'est le financement qui pose problème. Premièrement, les banques ne prennent pas de risque. Le capital risque, je dirais, on revient tout à l'heure, on a dit l'échec, c'est culturel. Le risque n'est plus culturel dans la société marocaine. L'économie marocaine est basée sur la rente. Je dirais même quand quelqu'un investit, il peut, je dirais, gagner, récupérer son capital rapidement, gagner de l'argent. On est d'accord, on cède là-dessus. On est d'accord. Le problème, c'est que comme moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans cette salle, je me pose la question, je leur pose la question, pourquoi nous n'attirons pas, nous n'avons pas assez d'investissement dans des entreprises technologiques? Oui. S'il te plaît, Oussed, Michel. Monsieur Jean. Oui. Ça peut être même la culture et la mentalité marocaine qui ne fait pas confiance à... Ouais, mais pourquoi vous répondez tous que vous voulez devenir entrepreneur? Nous, on répond à faire l'entrepreneuriat, mais... Donc vous n'êtes pas représentatif de la société marocaine. C'est pas ça. Là, c'est pas vrai, c'est pas négatif, c'est pas négatif. Je peux prendre seulement un exemple. Fiber, par exemple. Fiber, c'était installé ici au Maroc, mais il a resté seulement quelques mois, À cause des problèmes réglementaires. Là, ils en ont parlé. Et je vais vous dire une chose. Voilà un peu les différentes raisons. Le Maroc, je l'ai vu, les différentes raisons, que ce soit je dirais le financement, vous avez parlé de financement, le réglementaire, des problèmes de transverse, le climat des affaires, la corruption, le machin, l'intégration insuffisante, les molécules relatifs à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Vous le faites très très bien. C'est la seule école que j'ai vue
franchement, c'est pas parce que je suis là. Maintenant, je n'hésite pas tout de suite à dire là, mais vraiment, moi, j'ai été extrêmement impressionné de voir que cette histoire d'entrepreneuriat est prise tellement au sérieux dans cette université. Bravo. Franchement, les gens ne font pas ça, et donc, on a cet esprit d'entrepreneuriat. Ouais, il faut applaudir ça. D'accord? Et donc, ce qui fait que les délais de paiement, un exemple. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Y Combinator? Il y a un autre point, madame, avant que je vous dise ce que c'est quoi, je vais dire. Un autre point qui est très important pour la jeune pousse, pour l'entreprise qui a commencé. On a parlé de financement, il y a un point extrêmement important pour elle, c'est quoi? Là, monsieur le produit, d'abord, supposons c'est quoi, à part le financement, qu'est-ce qu'il lui faut cette entreprise? L'accompagnement. Merci. D'accord, c'est tout. Ça peut être du mentoring, ça peut être des incubateurs, des accélérateurs, ce qu'on veut. Il y a le plus grand, le meilleur, c'est le YC, le Y Combinator New York, qui a accompagné des gens comme Airbnb et bien d'autres. En 2019, ils ont financé 7 startups africaines. Stemhome était dans la FinTech et dans d'autres activités liées à la FinTech. Ces 7 entreprises africaines n'auraient jamais pu être créées au Maroc à cause de la réglementation. Voilà, c'est aussi bête que cela. Et donc, pourquoi, à votre avis, on a une réglementation aussi sévère sur les produits technologiques? D'abord, on va faire un peu de politique. Un peu de politique, si je peux pas. Oui. J'ai oublié comment on appelle ça en français. Tadarrub al-masalih. Tadarrub al-masalih, ça s'appelle conflit d'intérêts. Alors, merci. J'ai compris, oui. Je veux dire? Pour éviter la transparence et la traçabilité. Là, pour éviter la transparence, d'abord, pourquoi on aurait une réglementation très difficile concernant les nouveaux métiers autour des technologies de l'information? On a parlé de la FinTech Metzelen, les drones est aussi un très très bon exemple, d'accord, et il y en a d'autres. Qu'est-ce qui ferait que... Là, oui, mais on a quand même renouvelé. Peut-être que c'est des lois, ils datent depuis 1960, on n'a qu'à les updater. On n'a qu'à les mettre à jour et comme ça. Oui, mais pourquoi on ne le fait pas? C'est une question qu'il faut la poser aux gens de juridique. Là, mais je vous pose la question à vous, c'est-à-dire à votre avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Vous pouvez me répondre, c'est une réponse, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Quelqu'un a dit Tadarrub al-masalih? Oui. Oui. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs départements, surtout au niveau de tout ce qui est juridique et réglementaire. Et puis chaque fois, tous les départements sont comme SGG. Gros lot de tremblement. Ouais, ça peut être des raisons administratives. Vous rejoignez le... Non, mais c'est... Bon, là, pourquoi pas, ne sais pas. C'est au niveau, c'est pas au niveau de certains domaines, peut-être l'aqar ou la douane, etc. C'est un rythme de la société. La technologie est là. On est d'accord. Le fait, le mobile, maintenant, le mobile est plus ou moins dépassé. Maintenant, c'est intelligence artificielle. Alors, ça court. Il y a un rythme qui est accéléré et près de l'intelligence artificielle, mais nous, de la technologie, nous, on a toujours le même processus de réglementation, des lois, etc. C'est pas un problème déjà. On est d'accord. Mais au niveau des cyberlois, etc., ça existe. Non, on a toutes les lois intérieures, mais c'est pas ça. Alors, je vais vous donner des éléments de réponse. Premier des éléments, ça peut être ce qui est dit, juste une lenteur administrative qui est dans le système, mais qui pose problème dans ces technologies qui changent tellement. Elle a dit, ça c'est la bonne, c'est l'explication la plus simple. Deuxième raison,
il peut y avoir des lobbies qui ne sont pas d'accord pour ouvrir le marché à d'autres intervenants. Là, sans aller dans la traçabilité. C'est normal. À la limite, ça aussi, c'est quelque chose qui est naturel dans beaucoup de pays. D'accord? Les institutions qui sont présentes ne veulent pas que d'autres, institutions ne veulent pas dire entreprises, ne veulent pas que d'autres rentrent dans le marché. Et donc, c'est au régulateur de jouer, de faire son travail. D'accord? La troisième raison, c'est que parfois, pour des raisons de sécurité, on a peur que les gens utilisent la technologie pour faire je ne sais quoi, d'accord, comme si Google Maps n'existait pas et que tu avais tout, d'accord, et donc on va interdire certains outils qui peuvent être utilisés pour développer de l'applicatif, de l'intelligence, etc. Voilà, je parle les trois raisons majeures. Une petite question, oui. Si vous me permettez. Allez-y. Je m'en prends beaucoup de plaisir, parce que vous avez dit que c'est naturel. Certains respectent le cas de défendre leur marché, défendre leurs intérêts. J'ai pas dit que c'est normal. Non, vous avez dit naturel. C'est pas légal. Choisissez très bien vos vocabulaires. Vous dites naturel, mais on réfléchit en termes de l'État. Naturel, par rapport à moi, en tant que personne, de protéger mon petit marché. Mais l'État, il a d'autres prérogatives. C'est l'avenir de tout un peuple, d'un État. D'accord. Et les règlements, c'est l'État qui les fait. Oui, c'est l'État qui les fait. Vous avez 100% raison. Il y a un très très bon bouquin qui s'appelle Why Nations Fail. Ça a été écrit par un économiste du MIT et un politologue de Harvard. Et ils reviennent aux Aztèques, aux Incas, etc., à la colonisation par l'Espagne de ces pays-là. Ils regardent un peu partout ce qui se passe dans le monde. Ils arrivent à la conclusion qu'en fait, les nations qui réussissent le plus sont les nations qui ont ce qu'ils appellent Inclusive Economic Institutions, c'est-à-dire des institutions économiques qui sont inclusives par opposé à extractives, qui vont extraire de la richesse juste pour certains. Et il te dit, et c'est ça ce qui est très intéressant, les Inclusive Economic Institutions ne peuvent exister que s'il y a ces institutions politiques qui les mettent en place. Et donc il faut que les institutions politiques soient aussi inclusives, pas extractives. Et donc il y a quand l'État, si on parle de l'État d'une manière générale, oui, l'État d'une manière générale veut que ça avance, sinon demain, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a un problème, bien sûr. Mais l'État, c'est pas une personne. Donc l'État, il y a plusieurs. Donc il y a des gens qui sont intéressés, ou là des gens qui font plaisir, ou là des gens, j'en sais rien, d'accord, qui vont laisser les positions stables. Il y a des gens qui partent, je vous jure, j'en connais, des gens qui partent, conviction honnête, pensent que la solution, c'est la meilleure solution, d'accord, sur certains sujets. Moi, j'ai d'autres convictions sur des sujets. Moi, je crois vraiment au génie, les Marocains, et donc il faut laisser vraiment, il ne faut pas contrôler, il faut laisser moins de contrôle et laisser aux gens de pouvoir s'exprimer, de créer, d'innover, etc. Regardez-moi, si vous voulez, il y a deux paradigmes ici, qui sont un peu différents. Donc, j'ai parlé de la gouvernance, j'ai parlé des procédures, on a parlé de tout. Si vous le permettez, je vous mets les leviers actionnés pour arranger tout ça. À votre avis, pour qu'on ait plus d'entrepreneurs au Maroc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est facile. Bravo Ali, c'est vraiment la première adepte. C'est comment on sensibilise à l'entrepreneuriat, comment on donne cette envie d'entrepreneuriat à tous les jeunes, et c'est vraiment renforcer l'esprit d'entrepreneuriat auprès des jeunes. Donc ça c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Mettre plus de structures d'accompagnement. Oui. Et ouvrir aux investissements. Mettre plus de structures d'accompagnement, comme des accélérateurs, des incubateurs. Ouvrir plus aux investissements étrangers en allant tout simplement chercher des partenariats et en leur proposant de venir et investir chez nous. Absolument. Il y a un pays avec qui on vient de signer un accord. Des gens qui vont dire c'est bien, d'autres qui ne sont pas bien. Moi, je ne fais pas de politique là-dessus. J'ai mon avis, mais je ne fais pas de politique là-dessus. Israël est un des leaders mondiaux dans les technologies de l'information. Je crois que 30% de leur PIB
viennent des technologies de l'information. C'est juste incroyable, même plus que 30%. Et donc oui, si demain vous devez réfléchir les jeunes à trouver des partenariats, ça peut être un des pays qu'on pourrait solliciter. Oui, quoi d'autre? Les jeunes, on a parlé, eh bien, je ne te fais. Là, vous êtes inexcusable si vous ne me proposez pas des choses. Pourquoi? On a parlé de quoi juste avant? On a parlé des entraves à l'entrepreneuriat. Donc si on veut faciliter l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on va faire? Merci. Quoi d'autre? C'est la même chose. L'éducation. Merci. Filer avec l'économie d'Europe. Oui, c'est la concurrence. Absolument. Les jeunes. Oui. Alors, pour moi, c'est plutôt renforcer le type de projets qui sont en grande scalabilité. Je sais pas, alors on a parlé de pourquoi les VC n'investissent pas beaucoup au Maroc. Je dirais que c'est principalement à cause du fait que les types de projets au Maroc, principalement lancés par les entrepreneurs, sont des copycats, surtout quand on parle des projets à haute valeur technologique. Et les VC s'intéressent beaucoup aux projets qui ont une très grande scalabilité et qui vont bien évidemment faire un x10, x20, x30 sur leur investissement initial sur une courte durée. Donc, essayer de renforcer un petit peu les projets qui ont une certaine très grande croissance, qui peuvent au-delà aller du Maroc, puisque le Maroc ça reste un pays relativement très faible au niveau de la base de clientèle, surtout pour la technologie. Alors, on ne peut pas vivre si on vend de la technologie au Maroc. Du coup, donc, est-ce que je peux résumer ce que vous avez dit en disant il faut faciliter ou avoir accès au marché, quelle que soit la manière dont vous le faites? Est-ce que la finalité c'est avoir accès au marché? Est-ce que la finalité c'est la demande? Je dirais ça, c'est un petit peu la stratégie de Chouan Chouan, c'est que dans le processus de recrutement, ils disent tout simplement, de recrutement, quand je parle de recrutement, c'est tout simplement le rassemblement des entrepreneurs, c'est qu'ils disent que le Maroc c'est un pays pour tester. Tu testes ta solution, tu testes ta technologie au Maroc, et l'idée c'est que tu fais ton scale en Afrique et en Europe, et bien évidemment tu peux même avancer aux autres pays. Mais l'idée en soi, c'est que le Maroc, c'est un pays avec des grands talents qui te permettent de recruter des personnes très compétentes à faible coût. Tu testes ta solution avec une base de clientèle, ce qu'on appelle ton EVP, tout simplement, tu testes ta solution. Et après, l'idée en soi, c'est que dans ton pitch, dans ton avancement, dans la création de ta solution, c'est destiné à l'étranger, c'est destiné aux pays africains. Oui, ولكن دابا انت دخلتي le process lui-même. La finalité avec le process, c'est d'aller avoir une demande plus forte où qu'elle soit. Le Maroc n'est pas là, je vais aller en Afrique, je vais aller je ne sais où, etc. Donc on est bien sur l'histoire d'augmenter la demande. Oui. 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 Il faut libérer le potentiel des douaniers. Ah, intéressant. Je suis absolument d'accord. La loi est une loi, ce que j'appelle liberticide, avec la loi des Kharaj. D'accord? C'est une honte. C'est une honte. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. C'est une loi franchement liberticide. Ça revient encore une fois à la transparence dont ont parlé les gens, etc. D'accord? Pourquoi on ne va pas partager les données? Enfin. Surtout les données de Maroc Télé. لا Maroc Télécom أستاذ Maroc Télécom c'est Maroc Télécom. Franchement, c'est pas ça les données les plus importantes. Franchement, تربية لاش Maroc Télécom l'État prête à 12% à la limite, ils sont dans un marché concurrentiel. Il y a Inouï, il y a Orange, ils sont poursuivis, ils ont déjà payé 3 milliards, ils risquent de payer je ne sais pas combien encore pour pratique, je dirais, concurrentielle. Donc non, hein, franchement, c'est pas ça le problème. Bon, maintenant, Il y a des opérateurs télécom en général. Oui. Je pense qu'il faut homogénéiser les systèmes d'information entre les administrations. Ça va simplifier la vie pour les entrepreneurs et pour les citoyens. Il faut avoir des solutions plus simples, plus lisibles, vers les investissements étrangers. شوف خذ le taux de retour تاع الكابيتال هذا بس يشوف le taux de retour de capital des banques مثلا ولا سي عند les cimentiers. On a un autre exemple de tu vas voir les cimentiers. Va voir les cimentiers combien ils gagnent d'argent. D'accord? D'accord? Donc il y a plein de secteurs comme ça.
les gens, les hydrocarbures, là, ils vont revenir sur la scène publique. D'accord? J'ai peur d'être Malcolm. Moi, je ne parle pas au niveau de la transparence, je parle simplement au niveau de l'open data. Il y a la donnée, parce que c'est ça ce qui va faire Non, bien sûr, je suis d'accord. Et vous avez compris que la donnée brute, mais au niveau de la transparence, ça c'est un autre volet. لا اسمح لي انا صحابي كنت مشيتي لا وي شفت دابا نتفق معك. Là, je suis absolument d'accord avec toi. C'est mon grand fournisseur de data. Ils peuvent fournir de data. Les ministères aussi ils peuvent fournir beaucoup de data. Oui. Incentiver l'investissement technologique. Incentiver, oui. Agile, tout à l'heure on a dit quelque chose. Pourquoi le Y Combinator, les 6 sociétés africaines ne pouvaient pas investir au Maroc? Ah oui. Mesdames et messieurs, on en parlait de ça pendant je ne sais pas combien de temps, donc dites-moi qu'il faut changer la réglementation. Oui. Non, c'est différent. Alléger la procédure administrative, il y a une réglementation, il y a une procédure qui vient pour répondre à la réglementation. Il faut remonter à la source et changer la réglementation, et parfois la loi. Donc très différent. D'accord? Il y a beaucoup de... Dire les choses précisément est important dans certains cas comme celui-là. Oui? Donc, on a dit pour permettre aux startups dans le domaine de la tech de survivre entre guillemets au Maroc, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'augmentation du niveau de vie du Marocain. Pourquoi? Parce que si le niveau de vie... Tout un programme. Tout le monde serait d'accord avec toi là-dessus. Non, mais parce que je vois, je dois continuer mon idée. Pour que les Marocains puissent consommer les services et produits créés par ces entreprises, il faut qu'ils aient un budget, je dirais, assez conséquent. Ah, je comprends. Chaud. Pour que les Marocains puissent acheter plus de voitures, il faut augmenter le niveau de vie des Marocains, le pouvoir d'achat. Pour que les Marocains puissent acheter plus de tourisme, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Pour qu'ils puissent acheter plus de logements, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est une finalité. Je dis souvent, ce qui est important, c'est de donner plus de pouvoir d'achat aux gens pour qu'ils puissent vivre dans une manière décente. On a un gros problème à ce niveau-là, au niveau des inégalités qui se creusent, au niveau de la pauvreté externe qui revient, c'est à cause du Covid, etc. Donc si vous voulez, mais je comprends ce que vous voulez dire. Si demain, par exemple, quand on a développé l'offshoring, moi c'est une des choses dont j'étais vraiment fier. Pourquoi? Parce qu'on a créé, ou là on a contribué à augmenter la classe moyenne. D'accord? Parce que c'était des salaires, alors c'est un travail difficile, il faut le reconnaître, mais c'est des salaires qui étaient meilleurs que ceux que vous aviez dans l'industrie classique. Et donc ça permettait d'augmenter. Bon, en fait, franchement, moi je voulais vous emmener juste à là, c'est de dire qu'il faut avoir un environnement, il faut avoir un écosystème entrepreneurial. Ces différentes propositions que j'ai entendues des uns et des autres doivent se faire dans une vision d'ensemble. FIA, l'université qui doit jouer un rôle avec les ressources, FIA, le financement qui vient des venture capitalists, du business angels, des machins, etc. FIA, les échos, l'infrastructure qu'on va trouver dans le support. Par exemple, l'infrastructure digitale au Maroc, vous en pensez quoi? Bah oui, on était parmi les premiers, là, on a pris beaucoup de retard. Et pourquoi? Une des raisons, on a oublié les intérêts les uns et les autres. D'accord? Parce qu'on n'est pas arrivé maintenant à partager de l'infrastructure. Parce qu'on n'a pas fait de dégroupage à la DSL. Parce qu'on n'a pas fait de fibres, je dirais, haut débit dans les territoires, etc. D'accord? Et donc voilà. Et donc tout cela, ça aussi, c'est une chose extrêmement importante. L'accompagnement, la réglementation, le marché public et privé. Donc la demande publique est importante. La demande publique pour développer l'entrepreneuriat technologique. Vous savez que les Américains sont... Si le DARPA n'existait pas aux États-Unis, moi je ne pense pas que les Américains auraient cette force au niveau technologique dans beaucoup de domaines. Le DARPA, c'est le département de la défense, qui paye beaucoup d'argent aux entreprises pour développer tellement de nouvelles technologies. D'ailleurs, l'Internet est parti du DARPA, et que je parle sous ton contrôle. Voilà. D'accord? Bien.
Alors maintenant, avant de partir à ça, deux choses. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs. J'ai dit, si vous avez peur de l'échec, n'y allez pas. D'ailleurs, maintenant, parlons de quand est-ce que je dois y aller. À votre avis, on devient entrepreneur quand? Comment? Il y a la question. Les entrepreneurs qui sont là, vous avez bien une idée de ce que vous allez faire? Par contre, avec les à gauche, s'il te plaît. Jésus dit pour les maisons à gauche, Moi, j'ai parlé, mais j'ai pas de questions. oui. Alors, est-ce que vous étiez parmi ceux qui ont levé leur bras pour dire je vais faire d'entrepreneuriat? Oui. Super. Donc on va d'abord prendre le problème d'hier. Donc vous n'avez pas peur de l'échec? Non. Donc vous n'avez pas changé d'avis depuis tout à l'heure? Non, non. Quand est-ce que vous voulez faire votre entreprise? Après avoir obtenu mon doctorat. Parce que je suis étudiante doctorante. Ah, c'est bien. C'est quoi le sujet? Je travaille sur la découverte de médicaments en utilisant l'intelligence artificielle. Ah, c'est génial. Ah ouais. Et donc vous voulez faire une entreprise en quoi? Vous avez une idée ou pas encore? Non, pas encore, mais dans la découverte de médicaments, parce que c'est un domaine qui est en croissance. Bien. Et si vous, quand vous avez fini votre doctorat, vous n'avez toujours pas d'idée, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez l'entreprise quand même? Je fais un post-doc en attendant que je trouve une idée. Ah, c'est bien, c'est une bonne réponse. C'est vrai. Qui est-ce qui veut me répondre à Tani sur son idée d'entrepreneuriat ou là sa démarche d'entrepreneuriat? Oui? Il vous amène le micro. Pour moi, je pense que le meilleur moment pour se lancer, c'est du moment où tu as l'idée et tu l'as bien mûrie. Et c'est le meilleur moment pour se lancer. Merci. Merci. C'est une bonne réponse. Qui est-ce qui veut me donner son avis? Ce qu'on a dit une fois, quelqu'un qui était un entrepreneur, il m'a dit c'est comme un accouchement. C'est comme un accouchement, c'est comme une grossesse. Alors on ne porte, quand ça arrive ça. Une fois on ne sait pas, non, 100% Ok. Non, je pense qu'il y a plus de réflexion que ça, dans le sens où il faut qu'il y ait un alignement. En fait, entreprendre, c'est juste amener une idée dans la vie, tout simplement, comme exactement. Et il faut l'amener au bon moment, c'est-à-dire quand il y a un alignement entre le marché et cette idée. C'est-à-dire qu'il y a un besoin et on sent que notre solution peut répondre à ce besoin. Voilà, tout simplement. Ouais, bien sûr. Non, donc je ne vais pas... En fait, oui. Monsieur, pour minimiser le taux de risque, n'est-il pas souhaitable de commencer tout d'abord, par exemple, de travailler dans une plateforme? Au moins, vous aurez la chance de voir la structure de la plateforme, et bien un aperçu sur la réglementation. Comme ça, Claire. vous aurez une autonomie. Merci Claire. Oui. Peut-être le confort du poste va tuer Peut-être le confort du poste va tuer l'entreprise. Merci. Alors, je vais vous donner mon avis. Moi, j'étais entrepreneur dans Serial Entrepreneur, donc voilà en série, dans différentes étapes de ma vie. Il y a des entreprises où j'ai super bien réussi, d'autres entreprises où c'était vraiment une catastrophe terrible. Encore, on a dû fermer. Donc, j'avais pas peur de l'échec, c'est pour ça que je l'ai fait. D'accord, pour revenir à ce qu'on disait. Et en fait, je crois qu'il y a une idée clé. C'est bien de devenir entrepreneur, et on peut franchement devenir... La personne, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui
ne savent pas ce qu'ils vont... C'est eux, c'est les pires. Il sort le matin, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas d'idée, il n'a pas d'entrepreneur, mais il sort le matin, il a une famille, il a 3 enfants, il faut qu'il mange le soir. Et là, c'est le cadre ultime de l'entrepreneur. Il va sortir, il va acheter peut-être un drap, il va il va faire de vendre des souliers devant je ne sais quoi, etc. Maintenant, on est dans un autre cas. C'est-à-dire, ces gars-là, quand je vous dis ça, ces gars-là, ils n'ont même pas d'idée au départ. Et là, on est dans un cadre d'entrepreneuriat structuré. Et on dit, pour faire d'entrepreneuriat structuré, il faut avoir une idée, hein, sinon on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, si j'ai une idée, et je peux avoir plein d'idées, il faut une idée qui réponde à un marché, à un besoin. Alors, à un besoin, il y a 2 types de besoins. Il y a un besoin où il n'y a pas de personne n'a jamais répondu à ce besoin. Ça, c'est un peu les innovateurs, quand ils arrivent, ils ont identifié un besoin particulier, il n'y a pas d'offre pour ce besoin-là, et donc, waouh, j'ai un océan bleu, j'ai une opportunité magnifique. Mais il se peut que j'arrive et qu'il y a déjà des acteurs qui sont en train de satisfaire à des besoins. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Hein? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ben, ils sont déjà là. Et alors? S'ils sont déjà là, oui. Hein? S'ils sont déjà là, on peut se lancer, mais en s'assurant que ce qu'on va proposer sera plus meilleur que ce qui existe déjà. Oui, bien sûr. C'est comment je peux faire mieux qu'eux. Si vous allez faire la même chose qu'eux, ou là vous dites, ouais, هذاك صاحب الوليد غادي يعطيني الخدمه غدا غادي يعطيني الخدمه غدا ولكن من بعد غدا اللي كان يعطيها لك ولا etc. Et donc c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire mieux qu'eux. Et je peux faire mieux qu'eux dans différents aspects, je dirais, du produit augmenté qui est offert au client. Le produit lui-même, même peut-être le marketing du produit, peut-être la logistique du produit, peut-être justement les délais de paiement pour le produit, ou là, le financement que j'apporte, ou là, je ne sais pas. C'est-à-dire que, mais il faut vraiment avoir un avantage compétitif, une différenciation par rapport, je dirais, à ce que fait la concurrence. Sinon, il vaut mieux peut-être réfléchir à une autre idée, d'accord, qui où le besoin, où il y a des acteurs, où là il n'y a pas d'acteurs, où là il y a des acteurs, mais dans ce domaine-là, vous pouvez avoir un avantage sur eux. La bonne nouvelle avec la technologie, on arrive très souvent, parce qu'il y a des vieux ou des sociétés qui sont là, d'arriver à les déplacer, displace them, d'accord, et donc prendre à votre allié. Donc voilà. Donc déjà, donc je fais quand cette entreprise par rapport à ce que je vais sur la plateforme, je ne vais pas sur la plateforme, je fais, etc. Ben, je le fais dès que j'ai l'idée, quoi. Parce que si vous avez l'idée et que vous décidez d'aller acquérir de l'expertise, non, c'est pas que vous allez aimer ce que vous faites, c'est que quelqu'un d'autre va peut-être vous l'apprendre d'ici là. D'accord? Et si vous n'avez pas d'idée qui est innovante, dans le sens plus large, ben allez faire du salariat, apprendre aussi un métier, et dans ce métier-là, ben vous pouvez avoir d'autres idées qui viennent, d'accord? Et vous en serez, et ça se passera bien. Autre question pour vous, est-ce que je vais faire l'entrepreneuriat tout seul ou là je vais le faire en famille, avec des amis, je fais quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire? Je disais, tout dépend des circonstances. C'est-à-dire, il peut arriver qu'on a une idée, mais on n'a pas les connaissances ou bien l'expertise pour amener à bien le projet. Bien sûr. Donc, il faut bien sûr s'associer à donc, quelqu'un qui possède la... Donc, c'est ça la question. Donc, c'est chercher, je dirais, la complémentarité avec des personnes. Mais souvenez-vous d'une chose, vous, si vous devez faire de l'entrepreneuriat, le premier acte de gestion, c'est de choisir son associé. D'accord? Si vous vous trompez sur l'associé, même si ça marche bien au départ, après quelques mois, ou quelques années, ça va très mal marcher. Donc ça, c'est la deuxième, je dirais, les choses. Alors maintenant, moi, je me suis juste amusé à
vous montrer ce graphe, c'est-à-dire c'est le modèle du Gartner. Allez le voir, là il est sur internet, d'accord, et ce modèle, c'est un peu cette courbe d'innovation que vous voyez qui est comme ça en cloche et qui repart. Donc vous avez ce qu'on appelle l'innovation trigger, le trigger, le déclencheur de l'innovation. Et après, les gens, ils y croient, ils sont au pic, ce qu'ils appellent le pic of expectations, donc le sommet des illusions, je dirais, attendues. Et après, vous partez dans une phase de désillusion, d'accord. Et après, il va y avoir une maturité sur les technologies. Alors, bien sûr, toutes les technologies n'atteignent pas le plateau de productivité. Beaucoup de technologies meurent, je dirais, en chemin. Mais bon, ça vaut la peine. Alors pourquoi je vous ai mis ça? C'est juste pour que, si vous avez des idées dans la technologie ou la autre, allez voir ce Gartner Group. Ça, c'est ils ont plein d'autres exemples là-dedans. D'accord? Ça peut vous donner une idée de qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir sur les potentialités des technologies. Est-ce qu'il y a des technologies prometteuses? Elles sont à quel stade? Ça nous permet d'anticiper les opportunités. Donc voilà, donc c'est un peu pour ça que je vous ai mis ça. Dernière slide. L'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une opportunité ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Les jeunes et les moins jeunes. Hein? Oui? Ça va présenter pour nous un challenge parce que ça va supprimer des emplois. Donc il faut s'adapter. Je crois qu'il faut savoir s'adapter avec ces technologies, ces nouvelles technologies pour ne pas risquer la perte de nos emplois. Donc de pouvoir autrement. Comment faire autrement pour créer de la valeur. Est-ce qu'à votre avis, il y a des emplois qui vont être supprimés ou réduits Par exemple, je vais juste donner un petit exemple des emplois qui risquent de disparaître. Par exemple. À l'apparition des drones, par exemple. Oui. Je crois qu'il n'y aura plus besoin d'hélicoptères, par exemple, ou de pilotes pour faire des documentaires, par exemple. Oui, mais ça, c'est même pas de l'intelligence artificielle. Ça, non, j'ai juste donné un exemple. Ouais, mais c'est vrai. De produits qui, à leur apparition, il y aura des postes qui vont plus... D'accord, mais prenons de l'intelligence artificielle sur les métiers les plus classiques. Vous avez parlé, par exemple, Merci. Vous avez parlé de ChatGPT, par exemple. De ChatGPT, par exemple. Là, par exemple, dans une entreprise, au lieu d'avoir besoin de 100 salariés, on aura besoin de 10 fois moins de salariés pour faire le même... Je vais reprendre un exemple RTT. J'ai une entreprise qui a 100 ingénieurs. Donc je vais garder que 10 ingénieurs. La réponse est oui ou non? Vous m'avez dit, je prends une entreprise qui a 100 personnes. À cause de ChatGPT, je vais passer à 10 personnes. Donc je vous dis, moi, ça des personnes, c'est plutôt ingénieurs. Est-ce qu'à votre avis, de 100 ingénieurs, je vais passer à 10 ingénieurs? Parce qu'ils vont travailler efficacement et rapidement. Ils vont faire des tâches plus rapidement qu'avant. Ils ne pourront jamais faire ChatGPT. Vous pouvez être tranquille, les ingénieurs. Ils ne pourront jamais faire les tâches d'un ingénieur. Quelques petites tâches, mais on n'est pas du tout dans ce genre de choses. Ce qui est très important dans ce domaine-là, ce sont les tâches répétitives qui demandent une analyse assez simple, etc. Où là, oui, il a parlé des traducteurs. Oui, les traducteurs, absolument. Le journalisme, je vérifie que... Le journalisme. Bien que, oui, le journalisme, bien que... alors, et là, on se met d'accord sur une chose. Moi, j'ai pas de boule de cristal, d'accord? Je m'informe, je lis, je réfléchis, et parfois je suis d'accord sur certaines choses qu'ils disent, parfois pas. Moi, je trouve qu'il y a trop de frayeur sur cette technologie. Moi, j'y crois pas. Les destructions, je ne sais pas qui nous annonce Goldman Sachs, McKinsey, Berkshire, 50% des emplois selon McKinsey seraient menacés au Maroc. J'y crois pas. D'accord, je dis de faire. D'accord.
mais il y a certains métiers qui risquent d'être réduits à peau de chagrin. Il y a certains métiers qui vont changer parce que qui vont être éliminés par la machine, ou là, il va y avoir une combinaison homme-machine, qui va apporter de l'intelligence. Donc, je suis d'accord sur le traducteur, je suis d'accord sur le journalisme. Vas-y, vous avez une voix forte et après je vais reprendre. Tout d'abord, l'intelligence artificielle n'est pas présentée juste par ChatGPT. Il y a plusieurs autres choses. Oui, bien sûr. Juste l'NLP. Bien sûr. عندك 100%. هو عطى ChatGPT عطى un exemple. Et si on parle dans les entreprises, par exemple, dans le côté informatique, si avant on avait besoin de 5 personnes dans une équipe pour faire un projet, avec l'intelligence artificielle, on va juste avoir besoin d'environ 2 ou 3. Il va diminuer le nombre de personnes qu'on a besoin pour faire une telle tâche. C'est-à-dire que ça va réduire le nombre, ça ne va pas éliminer les emplois 100%, mais il va juste diminuer le nombre. Okay. Mais le vrai danger n'est pas dans ce que vous avez dit, par exemple dans le journalisme, mais par exemple il y a danger dans la prédiction des stocks ou des choses, des parce que ça c'est les analystes financiers, les analystes d'ADAC, qu'est-ce qu'ils font? Les comptables, certaines, bien sûr. Les ADAC, tout ce qu'ils avaient avoir une machine qui va avoir qu'est-ce qu'il faut pour de l'intelligence artificielle? Tiens, il y a 2 choses qui sont fondamentales pour l'intelligence artificielle. La data et le modèle. L'algorithme. Oui, donc finalement, quand vous avez data et vous avez l'algorithme, d'accord, il y a vous pouvez résoudre pas mal de problèmes. Et effectivement, le trading peut être quelque chose de menacé par ou là d'enrichi par l'intelligence artificielle. On verra comment les gens vont s'adapter à cela. Oui, jeune homme. Monsieur, je ne suis pas d'accord. L'intelligence artificielle ne va pas diminuer le nombre des ingénieurs. Par exemple... La personne a dit qu'il va diminuer le nombre d'ingénieurs. Oui, monsieur, il y a une... monsieur... صدق معايا بالعربيه ولا جا معايا بالعربيه وحده وي مسيو كاين واحد الاخر دابا عندنا واحد ليكيب فيها 5 ديال لي زانجينيور مثلا دي ديفلوبور كلهم خدامين على مثلا نفس التكنولوجي في هذا لوكا تقدر الانتيليجونس ارتيفيسيال تعوض لنا واحد الناس ولكن مسيو عندنا واحد 5 الناس كل سبيسياليتي ديالو راه ما يمكنش مثلا انا ديفلوبور مثلا ديال انا انفوغرافيست وواحد تيخدم على كابتشر موشن مثلا انا ما غاديش نجيو واحد الانتيليجونس ارتيفيسيال تخدم لينا راسها خاصني انا اللي عندي ديك لا تكنولوجيا خدامه في الصالح ديالي. شوف داكشي علاش انا تنقول هادشي مازال حتى الناس راهم ما عاد وي مسيو كاين واحد الحاجه انا نقول لك واحد الحاجه دابا برون لو ديفلوبور ويب فلان ديفلوبور ويب يفا يترافيكتي ولا مسيو هو غادي يتافيكتا المزيان لو بوزيتيف غادي يعاون باش يسهل عليا الامور. انا دابا شي بتيت انتربريز جو فو ديفلوبي مون سيت ويب. Au départ, ça me tient à être une société qui est un ingénieur web pour développer mon web. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin encore d'aller le faire? Oui, monsieur. Monsieur, mais tu ما عرفش كيفاش ان سيت ويب تيخدم Je me pousse à l'extrême. Là, aujourd'hui, je peux aller sur ChatGPT 4. C'est très différent. Hein. Donc, les gens qui n'ont pas vu GPT-4, d'ailleurs, ils ne l'appellent pas ChatGPT. ChatGPT, c'est plus la version 3. GPT-4, c'est la dernière version. Demandez-lui de faire un site web. D'accord, vous verrez la facilité avec laquelle il va vous faire de l'HTML, etc. pour faire du site web. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les développeurs web du monde vont disparaître. Mais ça veut dire sûrement qu'il va y avoir moins de demandes, d'accord, pour des sociétés qui font des sites web. Et ces sociétés-là qui font des sites web, s'ils ont beaucoup d'ingénieurs qui sont spécialisés dans ça, soit ils vont devoir les mettre sur autre chose, soit ils vont devoir leur dire salam alaikum. Voilà un peu, si vous voulez, la façon de réfléchir. Bien, donc on a parlé des destructions d'emplois, ou là, des possibilités chaudes. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez ce que c'est que les ludites? Ludites. Les ludites, c'est le nom qui a été donné à des ouvriers du textile au Royaume-Uni quand ils ont mis les premières machines à tisser, etc. Et donc ils se sont révoltés
parce qu'ils étaient contre la technologie en disant cette technologie-là va, adieu, on ne va plus pouvoir travailler, je dirais, dans l'industrie, dans le textile, et après il y a eu la machine à vapeur, il y a eu la révolution industrielle, etc. Et donc, bien au contraire, d'accord, on a vu ce qui arrive. Alors maintenant, l'intelligence artificielle, c'est un peu différent, pour diverses raisons. D'accord? Parce que, je vais venir sur cela, donc si vous voulez, moi je suis optimiste, je suis un techno-optimiste, d'accord? Je suis un techno-optimiste et donc je pense qu'on va trouver une meilleure façon de collaborer entre l'homme et la machine. Prenez par exemple les gens, les radiologues. Est-ce que vous pensez que ça peut leur apporter quelque chose? Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez un radiologue qui voit un scanner ou là, qui voit une IRM, qui peut se tromper. Demain, s'il a la machine pour l'aider, bah, on va diminuer de loin le machin, donc la santé. Les médicaments, c'est très très difficile de développer des médicaments parce que, pour diverses raisons. Là, en ce qui concerne les doses, là, en ce qui concerne les effets secondaires, là, en ce qui concerne la biologie, l'interaction entre les différentes, je dirais, molécules chimiques. Et donc, avec l'intelligence artificielle, la puissance de calcul qu'il y a là-dedans, l'énorme quantité de data qu'on peut avoir, et bien, on peut commencer à mieux développer les médicaments. L'éducation. Alors, l'éducation, on l'a vu jusqu'à aujourd'hui, on avait beaucoup d'espoir, Bill Gates, d'autres, et donc moi forcément aussi, que l'introduction des technologies de l'information, de l'ordinateur dans les classes, allait avoir un impact sur l'apprentissage énorme, et on se rend compte aujourd'hui que c'est pas vrai. De manière, on a aussi cru que cela, c'est pas vrai. Maintenant, l'intelligence artificielle, on repart encore sur cette idée que l'intelligence artificielle peut aider demain. Et c'est peut-être vrai, parce qu'en fonction des réactions, de votre apprentissage, etc., vous pouvez être challengé par un prof, je dirais un aide assistant, d'accord, ou un assistant sur certaines tâches de mathématiques ou d'autres. Alors, très bien, on en a parlé. Je voudrais vous parler d'autres points qui me semblent importants. Quel genre de... Est-ce qu'il y a des menaces par rapport à l'intelligence artificielle? Je vous demande. Un bug généralisé. Bug généralisé? Bah, est-ce que... Si c'est utilisé par des mal intentionnés, oui, absolument. Oui, dans ce sens-là, oui. Influencer des publics pour faire des choses. Oui, dans ce sens-là, oui. Je nomme les autres menaces. Hein? C'est-à-dire, expliquez-vous, ça m'intéresse, vous êtes en train de dire. Le risque, c'est que l'intelligence artificielle et la digitalisation, l'avenir n'est pas maîtrisé. C'est parce qu'il y a l'avenir, il y a d'autres risques qui vont augmenter l'avenir qui n'est pas maîtrisé dans le monde. Peut-être qu'il y a au niveau du gouvernement comme une guerre, par exemple. Il y a la guerre numérique. C'est ça. Ok. Ok, quoi d'autre? Oui. La grande dépendance en intelligence artificielle. Yes. Par exemple, ça aussi. Est-ce que si je viens, vous les jeunes, vous êtes tous sur Facebook, Instagram, TikTok, j'en sais rien encore, LinkedIn pour les un peu plus business, vous êtes tous là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous pensez que les réseaux sociaux ont eu un impact positif sur vos vies? Oui? Qui est-ce qui pense qu'ils ont eu un impact positif? C'est bien. Qui est-ce qui a eu un impact négatif? C'est les deux. En fait, je vous invite à aller voir sur Netflix une très très belle série qui est de 4 ou 6 épisodes qui s'appelle The Social Network Dilemma. D'accord? Allez voir ça. Et en fait, franchement, moi quand je vois mes enfants, je me dis, waouh, qu'est-ce que... c'est bien de communiquer avec des amis, de machin, etc. Mais il y a tellement de côtés négatifs, la dépendance toujours là-dedans, l'exposition de la vie privée, les fake news. Aujourd'hui, on donne la possibilité à n'importe quel fou furieux, d'accord, d'avoir une audience de
milliards de personnes et on a vu ce que ça peut créer de l'instabilité dans certains pays, ce truc-là. Alors avec l'intelligence artificielle, je vous annonce la bonne nouvelle, c'est pire encore. Est-ce que vous avez entendu parler du deepfakes? Hein? Ben, les deepfakes, vous pouvez avoir le son, d'abord aujourd'hui c'est la voice, l'image, d'accord? Vos parents, vos amis, le président des États-Unis, Sa Majesté, etc. Et vous avez une vidéo qui circule sur tous les réseaux sociaux où il annonce je ne sais quoi comme problématique ou là, comme nouvelle ou là. Et personne ne peut dire ce n'est pas lui. Parce qu'on a vraiment fait une technologie qui fait ça. Aux États-Unis, maintenant, ils sont en train d'utiliser le deepfakes pour appeler des enfants et pour avoir le numéro de carte sécurité, de carte, je dirais, de crédit ou la autre. Et donc, c'est extrêmement dangereux comme technologie sur ces aspects-là. Est-ce que vous avez entendu parler de Alpha Persuasion? Alors, vous avez entendu parler du AlphaGo, hein, le jeu, et puis ils jouent entre eux, et vous avez une machine qui joue contre elle-même, et elle fait tellement des dizaines de millions de, je ne sais combien, de jeux qui deviennent en quelques jours plus forts que n'importe quel joueur de Go. Pourquoi? Parce que l'algorithme apprend, ils ont plus de data, et donc c'est exponentiel. C'est ça la vraie raison derrière tout cela. D'accord? Et il y a un seul. Avant, l'intelligence artificielle se retrouvait dans le speech recognition, dans le text recognition, dans le différentes. Maintenant, c'est tous. On part d'un certain niveau, ce qu'ils appellent les multi-level languages, qui est sous-jacent à HPLO, donc tout le monde parle entre eux. Et donc, quand je reviens à mon Alpha Persuasion, pour persuader, si je suis en train de discuter avec Bochra, et j'essaie de la persuader, ou elle essaie de me persuader, elle va peut-être me persuader, moi je ne vais peut-être pas la persuader, elle va comprendre quelles sont les choses qui m'intéressent le plus, etc. On va essayer. Mais imaginez qu'il y a une machine qui essaie de me persuader, et qui, elle, fait ce jeu-là avec des dizaines ou là, des centaines de millions d'humains, et qui commence à comprendre. Et bien cette machine va devenir le plus grand persuadeur au monde. Imaginez ce que ça donne demain pour des élections ou là pour des choses qui concernent la vie humaine. D'accord? Je vais continuer sur ma lancée parce qu'il faut vraiment que j'arrête parce que ça va me mettre à la porte. D'accord? Donc si vous voulez, ça c'est vraiment des choses qui sont extrêmement, je dirais, worrisome, qui font peur et qu'il va falloir, je dirais, absolument contrôler. Il y a aussi bien sûr comment on protège les personnes, les données personnelles, etc. Les jeunes. Imaginez, dans TikTok, ils viennent de mettre l'assistant IA. TikTok, vous avez des enfants qui utilisent TikTok, à 22h ou à 22h30, peut-être qu'il y a plus d'autres amis qui sont connectés. Le IA friend, il est connecté tout le temps. Et imaginez l'impact demain. Et donc c'est un impact sociétal terrible qu'on ne voit pas. Et ce qui est en train d'arriver, c'est que les sociétés sont en train dans une course pour faire sortir cette IA le plus tôt possible sur le marché parce qu'il s'agit d'argent. Et donc il y a une responsabilité qu'ils doivent avoir, d'accord, pour sortir les modules, je dirais d'une manière progressive, contrôlée. Alors les Américains vont dire, ouais, mais parce que si on ne le fait pas là, nous qui avons de l'éthique, c'est les Chinois qui vont le faire. La bonne nouvelle, c'est que les Chinois ont très peur de l'intelligence artificielle parce qu'ils ne la contrôlent pas. D'accord? Et donc, les Américains ont le temps pour contrôler un peu plus, je dirais, cette intelligence artificielle. Deux autres points qui sont très intéressants. Est-ce que vous savez ce que et c'est là où on va parler de AGI. Vous savez, je vous ai parlé de Artificial General Intelligence. ChatGPT, tout ce que vous avez vu sur Google, etc., c'est ce qu'ils appellent
Generative Artificial Intelligence. C'est un chatbot. Il essaie de faire du contexte, il essaie de machin, on l'alimente, etc. Mais je dirais, il n'est pas capable de penser par lui-même. Il y a la General Artificial Intelligence. Et donc, cette histoire que les machines demain vont prendre le contrôle, elles vont éliminer la race humaine, machin, etc. Franchement, moi j'y crois pas. Et même si un jour ça s'avérait vrai, on est très loin de cela. Mais il y a ce qu'on appelle les capacités émergentes. Est-ce que vous savez ce que c'est une capacité émergente? Ben, je vais vous dire rapidement. On a pris, je crois que c'est ChatGPT ou un autre, on l'a alimenté de données, je dirais, sur la chimie, etc., en anglais, blablabla. Bla, bla, bla. Au bout d'un certain moment, il a commencé à parler farsi. Personne ne lui a appris à parler le farsi. D'accord? On l'a alimenté dès qu'il a commencé à parler d'une autre matière, etc., que personne ne lui a apprise. Et donc, c'est ça, ils disent, ça c'est des sparks, c'est des points de AGI, Artificial General Intelligence. Dernier point, et je finirai l'avant-dernier point, est-ce que vous avez entendu parler des hallucinations de l'intelligence artificielle? Intéressant parce que même ChatGPT, parfois, il vous invente des choses. Il vous dit, il y a tel bouquin, sur le sujet, consultez tel bouquin. Ces bouquins n'ont jamais existé. D'accord, n'ont jamais été écrits. Donc il y a ce qu'on appelle ce phénomène d'hallucination. Je vais finir sur un dernier point. En revenant sur la responsabilité des États, il y a un point qui devrait nous concerner, nous, les Marocains et d'autres pays à revenus intermédiaires, et qui devrait concerner dans le Maroc différentes classes. Attention qu'on n'en fasse pas encore un marqueur d'inégalité, d'accord, que l'accès à l'intelligence artificielle ne soit pas un accélérateur pour les plus riches, et encore une fois, on va agrandir les inégalités et tout le monde ne va pas en profiter. Merci beaucoup. Je crois que les interactions étaient très intéressantes. Vous avez amené l'assistance jusqu'à démontrer, nous conforter également dans l'importance de ce parcours qu'on a mis en place dans la formation. Vous avez tous, je pense, été convaincus que la sensibilisation et aller au-delà de la sensibilisation est plus qu'importante. L'écosystème, on est tous acteurs de cet écosystème de l'entrepreneuriat. Je crois que on ne va jamais dire qu'on a atteint, je veux dire, l'objectif et la finalité de l'entrepreneuriat. C'est un mindset qu'on est en train de mettre en place, et c'est la raison pour laquelle à chaque événement on fait intervenir des entrepreneurs pour qu'ils partagent avec eux leur expérience. Pour l'intelligence artificielle, pour faire la charnière, on est convaincu qu'il faut l'utiliser en tant que collaborateur. C'est-à-dire, c'est comme une personne qui fait partie d'une équipe, il faut qu'on l'intègre dans nos activités, et on insiste beaucoup sur l'explicabilité des outputs de cette intelligence artificielle, et également de l'esprit critique qu'il faut qu'on développe chez les utilisateurs de l'IA.